Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous proposer un nouveau podcast qui va traiter cette fois-ci de ce qu'on appelle entre autres la synastrie. Alors la synastrie, c'est quoi? C'est la compatibilité ou l'incompatibilité entre deux personnes. C'est un sujet qui est énormément galvaudé parce que c'est vrai que on a tendance à aller vers la facilité, à regarder uniquement les signes solaires de chaque personne, d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que ces questions de synastrie, je vais m'arrêter aux synastries aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est très souvent accolé à tout ce qui est sentimental, relations amoureuses, etc. Alors que, en réalité, cet axe astrologique n'est pas uniquement dédié à ça. On peut très bien faire une synastrie entre deux personnes sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan professionnel ou autre. Et surtout, encore une fois, ne pas comparer uniquement les signes solaires. Ce n'est pas le seul moyen de savoir si une relation peut être harmonieuse. Alors je ne dis pas va être harmonieuse, mais peut, puisque la synastrie, c'est comme la plupart des outils astrologiques, on est sur des potentiels de réalisation. Alors pour faire simple, quand on effectue une analyse de type synastrie sur une relation, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce qui est compatible et de ce qui ne l'est pas entre deux personnes. Et aussi et surtout, je trouve, ce qui est intéressant, c'est de voir si la dynamique est bénéfique pour l'une ou l'autre ou pour les deux à long terme. Alors l'idée c'est assez simple, pour commencer le processus de mise en route d'une synastrie, on va en fait, si vous voulez, techniquement superposer les deux cartes de naissance de chaque personne. Donc on aura les deux cartes, si vous voulez, pour avoir une image simple, l'une sur l'autre. Ce qui va en fait créer des interaspects entre les deux cartes du ciel en question. Et ça va nous permettre d'examiner les facettes compatibles, les facettes incompatibles dans ce lien. Avant de commencer à vous donner une liste d'aspects, donc d'interaspects, vous l'aurez compris, qui peuvent mener sur une piste de compatibilité, mais aussi pour d'autres d'incompatibilité, il faut vraiment noter qu'aucun aspect astrologique ne peut faire ou défaire une relation ou encore définir le potentiel complet de cette relation. Comme vous le savez, une relation, c'est comme un thème natal qui doit être lu dans son intégralité, c'est-à-dire tous les aspects, tous les angles considérés et évidemment les parcours ou le parcours personnel de chacun. Tout ça, c'est important et nécessaire avant de tirer des conclusions significatives. Donc, je vais vous proposer une liste non exhaustive, j'insiste bien sur ça, non exhaustive, d'aspects que moi j'ai pu remarquer effectivement dans le temps en faisant des synastries. Donc évidemment, ce ne sera pas une liste complète. Vous, si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à rajouter des aspects que vous avez peut-être vécus et pourquoi pas nous expliquer un petit peu comment vous l'avez vécu, positivement ou négativement. On n'oublie pas aussi de prendre en compte les maisons dans lesquelles s'inscrivent ces interaspects. Après, moi je dis toujours, même les aspects extrêmement difficiles, pas non plus les aspects destructeurs, bien sûr, mais des aspects un petit peu lourds ou un petit peu lents ou des aspects un peu brumeux qui peuvent entraîner des complications au sein d'un lien. C'est pas forcément insurmontable à partir du moment où l'un ou l'autre est conscient de son comportement et quelque part travaille activement pour surmonter ce qui ne va pas. Ce qui est bien avec l'astro, comme vous le savez, c'est sa capacité à nous permettre d'articuler ce qui peut être des défis très complexes dans nos personnalités déjà, mais aussi dans nos relations. Et plus on est conscient, plus on a de chances de se protéger dans les relations et d'identifier les éventuelles problématiques, donc potentielles bien sûr, qui arriveront plus tard. Avant d'en arriver aux aspects, je vais vous redonner donc les 5 principaux aspects que nous connaissons tous, qui sont la conjonction, l'opposition, le trigone, le sextile et le carré. Et vous dire un peu de quelle manière, si vous êtes intéressé pour le faire, vous pouvez utiliser
ces aspects pour essayer de comprendre ce qui se passe entre deux planètes, donc deux énergies, compatibles ou pas compatibles. En ce qui concerne la conjonction, donc l'aspect de conjonction, il est classique, il se produit lorsque deux planètes se retrouvent, on va dire, l'une à côté de l'autre dans un thème. Alors généralement, au niveau de l'orbe, donc de la marge, on va aller jusqu'à 8 à 10 degrés entre les deux, maximum. Alors une conjonction vient augmenter et renforcer l'intensité des deux planètes et donc des énergies qu'ils symbolisent. Ce qui peut être soit stimulant pour les deux, soit déresponsabilisant pour l'un si son énergie, par exemple, est engloutie par l'intensité de l'autre planète, donc de l'autre personne. Donc une conjonction, c'est en fait une amplification, j'ai presque envie de dire, pour le meilleur ou pour le pire. Au niveau de l'opposition, alors un aspect d'opposition se produit lorsque deux planètes se trouvent, comme vous le savez, directement en face l'une de l'autre, à environ 180 degrés l'une de l'autre, et donc sont considérées comme opposées. Donc on peut considérer cet aspect comme un contraste, une différence assez frappante, ou un coup de tête. Une opposition, c'est souvent en synastrie une lutte pour équilibrer l'énergie entre deux extrêmes et peut se manifester aussi par deux personnes fondamentalement différentes ou qui ne voient pas les choses du même œil. Alors parfois, comme on dit, les opposés s'attirent et certaines différences et aussi défis dans un lien peuvent être bénéfiques pour la croissance, mais trop d'aspects d'opposition, il faut faire attention parce que ça peut rendre la relation trop difficile pour valoir la peine de se battre aussi. Quand on regarde maintenant du côté du carré, qui est aussi un aspect un peu difficile, c'est lorsque deux planètes sont distantes de 90 degrés dans un thème. Alors c'est vrai que c'est souvent un aspect compliqué au sein d'un lien, parce que c'est un aspect qui est considéré comme, par exemple, improductif, qui peut générer beaucoup de disputes et aussi de frustration. Ce qui fait que on a une partie de la relation qui est très difficile, ou à mettre en place, ou à faire perdurer. Donc ça peut se manifester aussi par le fait qu'une personne dans la relation est très contrôlante et n'accepte pas l'autre personne telle qu'elle est, ou tout simplement qu'elle ne voit pas les choses, comme tout à l'heure je l'ai dit pour l'opposition aussi, du même œil, ou qu'elle n'est pas d'accord sur certains sujets. Donc on a comme ça des frictions, pas toujours très simples, surtout quand on se retrouve avec pas mal de carrés dans une synastrie, ça c'est pas très évident du tout. Ensuite, dans les aspects positifs, sachant que la conjonction peut l'être, évidemment, on a l'aspect en trigone. Alors l'aspect en trigone, il se produit lorsque deux planètes sont à 120 degrés l'une de l'autre. Alors en général, c'est un aspect qui est considéré comme un aspect très harmonieux, et c'est vrai que dans une relation, plus on a de trigones, mieux c'est. Après, moi j'ai aussi vu des cartes comme ça où plus on a de trigones, par exemple sans carré, sans opposition, beaucoup de trigones, beaucoup de sextiles, c'est une relation qui peut aussi vite ronronner, se mettre sur des rails, et en fait il se passe rien de plus, quoi. Là, les choses avancent, mais on n'est pas sur des niveaux d'excitation, si vous voulez, quant au lien. Mais quoi qu'il en soit, on considère quand même les trigones comme très productifs, chanceux, et surtout, ils recèlent une énergie très positive. Donc, c'est vrai qu'ils sont associés à de très très bonnes vibrations, et en général, à beaucoup de potentiel de croissance et de bien-être à deux. Alors, si vous faites de l'astro, vous avez peut-être remarqué que parfois, sur une carte du ciel, on peut retrouver 3 aspects en trigone, ce qui forme en fait un triangle complet. Vous voyez ? Et ça, c'est considéré comme très très significatif. C'est assez rare. Donc, comme c'est assez rare et très significatif, quand ça se présente dans un ciel commun, en général, on dit presque que c'est le signe d'un but divin dans la relation en question. Et pour finir, nous avons le sextile. Alors le sextile, c'est en fait un aspect qui se met en place à 60 degrés d'une planète à l'autre. Donc on est sur un angle aussi harmonieux, plutôt bienveillant, plutôt amical ici, et en tout cas complémentaire.
C'est vrai que quand on voit de nombreux aspects en sextile dans un tableau en synastrie, par exemple, ça peut indiquer une relation assez fluide, où on retrouve pas mal de points communs, en tout cas des choses en commun, comme une mentalité, des idéologies similaires, ou des modes de vie compatibles aussi. On est vraiment sur un aspect plutôt facile, plutôt, j'ai envie de dire, aéré, parce qu'il indique vraiment les domaines de vie où les deux personnes vont finalement non pas se suivre, mais se tenir la main, en fait, très facilement, et ne vont pas se prendre la tête, ou ne vont pas se taper dessus, littéralement. Alors, j'ajouterai aussi, comme tout à l'heure je l'ai dit, qu'il ne faut déjà pas prendre que le signe solaire, il ne faut pas se limiter non plus à 2 interaspects, par exemple, ou 3. Parce que, quand on regarde des synastries, on note très souvent des dizaines d'aspects. Donc, c'est là où on voit qu'une relation peut avoir de nombreux aspects compatibles, mais quelques aspects difficiles, notamment dans des domaines très importants, peuvent suffire à rendre 2 personnes incompatibles. Et vice-versa. Donc chaque relation comporte quelques aspects difficiles qui doivent être abordés, mais ça ne va pas les rendre automatiquement incompatibles. Je dirais aussi qu'en combinant la connaissance de ce que représentent les aspects, donc ce qu'on vient de voir, aspect après aspect, et de ce que les planètes aussi représentent, là on peut commencer à déduire un sens à partir d'une synastrie. Et chaque aspect planétaire va jouer son propre rôle dans la compatibilité et va pouvoir donner un aperçu de domaines spécifiques au sein d'une relation. Parce que par exemple, une relation qui est, disons, projetée ou envisagée sous un angle, imaginons, amical, en synastrie on voit que ça marche pas du tout, mais que par contre ça va tout à fait fonctionner dans le domaine professionnel. C'est pourquoi je dis aussi souvent, il ne faut pas se braquer sur un axe de réflexion par rapport à ce type d'analyse. Après, au niveau des planètes, pour vous faire un petit topo vite fait des planètes qui peuvent être intéressantes si vous en faites ou si vous regardez des synastries, alors si vous recherchez une relation avec de la stabilité, avec un sens partagé des responsabilités, alors là, il faut aller voir les aspects bénéfiques de Saturne. C'est ça qu'il faut aller regarder. Ou alors, si vous vous considérez, vous, ou que vous considérez l'autre comme très émotif, les aspects bénéfiques de la Lune, avec la personne qui comprend et respecte votre nature émotionnelle, là, ça serait bien. La compatibilité avec Mercure, elle peut dicter la qualité des échanges, de la conversation, de la communication entre 2 personnes. Et l'incompatibilité avec Mercure, à l'inverse, peut se manifester par une mauvaise communication dans une relation à l'inverse. Et justement, par exemple aussi, les aspects positifs entre le Jupiter de l'un et une planète de l'autre pourraient signifier un grand potentiel dans une relation professionnelle ou de travail pour la croissance, pour la réussite, et non pas forcément pour quelque chose de sentimental. En général, vous allez voir au niveau des aspects, pour tout type de relation, surtout entre hommes et femmes, il faut vraiment aller voir aussi les aspects équilibrés entre Vénus et Mars. Donc Vénus, le yin, classique, Mars, le yang. Ça en général, ça indique une relation équilibrée par les émotions et l'amour, mais aussi par tout ce qui est le côté physique, le côté charnel. Quand on parle aussi d'aspects difficiles en synastrie, donc notamment les carrés, les oppositions et certaines conjonctions, en général, il faut les voir plutôt comme des opportunités de croissance. C'est-à-dire que ils viennent pas vous condamner à un chemin particulier ou à un mode de vie particulier. Si vous et l'autre personne, vous êtes tous les deux prêts à grandir, à évoluer, alors vos problèmes et vos aspects incompatibles deviennent en fait des miroirs qui vous montrent ce qui reste en vous, qui a besoin d'évoluer et de guérir. Maintenant, il est vrai que lorsque l'une ou les 2 personnes, on peut aussi avoir ça, n'est pas ou ne sont pas disposées à accepter leurs propres défauts et à avancer, à évoluer, là c'est vrai, c'est ça qui crée en général inévitablement l'incompatibilité. Je vais commencer par les interaspects qui englobent les nœuds.
le nœud nord et le nœud sud. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on entend parler de synastrie, on a tout de suite en tête l'idée de l'âme sœur, voilà, quelque chose de karmique, que ce soit passé ou présent ou futur. Donc moi je vais vous donner un petit peu ce que j'ai pu en tirer comme conclusion à travers justement une observation de toutes ces cartes et des expériences aussi qui ont été vécues par les personnes concernées. Alors, toutes les relations d'âme-sœur, en tout cas dites d'âme-sœur, n'ont pas ces aspects. Encore une fois, il s'agit davantage d'une observation d'expérience que d'une, entre guillemets, je dirais, loi astrologique. Comme vous l'aurez compris, l'outil de synastrie, c'est vraiment un outil qui est à la fois potentiel et circonstancié. Donc, on peut y aller aussi en fonction de nos croyances, évidemment, mais c'est vrai que c'est toujours bien de retomber sur nos pieds, je dirais, sur le plan pragmatique, sur comment ça se passe dans la vraie vie, en fait, et pas uniquement en faisant des projections sur un potentiel uniquement. Alors, comme vous le savez, je pense maintenant, comme je sais que vous écoutez beaucoup de podcasts et que voilà, vous êtes quand même bien calé en astro, pour la plupart d'entre vous. Donc, on sait que le nœud sud, pour résumer très rapidement, il est en lien avec nos vies passées, la question du karma et tout ce qui est leçon karmique. Voilà, pour faire très simple et très basique. Le nœud nord, en face, il est considéré comme ce qu'on pourrait appeler notre point de destin dans le futur. Donc le but, alors pas ultime bien sûr, mais le but, notre but. Donc tous les aspects qui vont s'aligner avec l'un ou l'autre de ces points peuvent effectivement indiquer un avenir avec une personne, donc là on serait plus côté nœud nord, ou réveiller une sorte de mémoire d'une vie passée avec quelqu'un. Là on en sera plutôt du côté nœud sud. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez, vous savez, cette connexion instantanée, on ne sait pas, on trouve ça bizarre, mais c'est comme si je vous connaissais depuis longtemps, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, etc. Vous connaissez cette sensation, Alors, c'est vrai qu'on peut poser l'hypothèse que, oui, c'est une connexion de vie passée qui réapparaît dans cette incarnation actuelle. Alors, vous deux, vous pouvez avoir un aspect compatible de conjonction, de trigone, ou de sextile entre notamment le nœud sud et Vénus. Par exemple, si vous aviez dans une vie antérieure vécu un amour heureux. Et pourquoi pas un bon potentiel dans cette vie actuelle. Maintenant, ce que j'ai remarqué, alors n'hésitez pas à me dire si vous l'avez de votre côté, si vous connaissez des gens qui l'ont ou dans une relation, en tout cas si ça a été vécu et comment ça a été vécu. Parce que moi, l'aspect karmique, c'est vrai que c'est vraiment tout ce qui m'intéresse en astro, et plus on avance dedans, plus on creuse, donc plus on trouve, enfin on essaie de comprendre. Quand on voit par exemple un aspect incompatible entre le nœud sud de l'un et la Vénus de l'autre, de type opposition ou carré. On va pas prendre la conjonction, juste opposition et carré. C'est vrai que ça semble indiquer, par les comportements des gens, des deux personnes, une sorte de, comme on dit, relation karmique entre les deux, avec comme des leçons non résolues, comme quelque chose qui est resté en suspens et qui doit être transmuté dans cette vie actuelle. Parce que parfois, les deux personnes se sentent tellement attirées l'une par l'autre, c'est très magnétique, et même peu importe à quel point elles veulent que ça marche, ça marche pas. Et on peut dire, pourquoi pas, si on part sur cette croyance-là, que ce peut être à cause d'un karma de vie passée non résolu entre les deux personnes et qui apparaîtra probablement comme un aspect incompatible du nœud sud sur le thème en synastrie. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai pu en voir entre justement deux personnes qui avaient ce type d'aspect, en fait, c'est surtout le fait de résoudre ces problèmes avec l'autre personne actuellement, qui est le destin de l'un ou de l'autre, plutôt que d'être réellement avec elle. Après, tout est possible, encore une fois, ça ne reste que de l'astrologie, évidemment, mais il y a toujours cette sensation
Quand on parle de fatalité, moi je l'ai souvent vu sur des aspects un peu difficiles entre le nœud sud et Vénus. C'est un petit peu le genre interaspect qu'on pourrait retrouver si on les avait entre justement Roméo et Juliette, par exemple, ou bien Phèdre et Hippolyte. Vous voyez, donc des histoires d'amour impossibles, mais qui portent lourd. Il y a beaucoup, le matériau est lourd, mais il y a énormément de difficultés sur le chemin. Comme s'il y avait toujours une turbulence quelque part. Vous voyez, l'avion qui, sur un long courrier, n'arrêterait pas de bouger pendant tout le voyage, en fait. Maintenant, si on prend le nœud nord, alors là, c'est un peu plus explicite parce que ce nœud nord nous parle d'avenir. Donc, l'avenir par rapport à notre vie actuelle. Alors, en général, quand on retrouve un aspect compatible entre le nœud nord et Vénus, ça nous indique un avenir sentimental. Là, c'est assez clair en général. Après, tout dépend ce que l'on entend par sentimental. Ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien, moi j'ai vu, avec un lieu, ça peut être en lien aussi avec un souvenir qui est réactivé, donc des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Donc le fameux nœud nord Vénus, que ce soit en interaspect ou même en transit, quand le nœud nord transite une Vénus natale, il faut toujours vérifier dans quelle maison ça tombe, pour être sûr de ne pas faire d'impair si vous devez, par exemple, interpréter la combinaison qui se présente. Alors, on va passer aux aspects. Moi, je reprécise que les aspects que je vais vous donner sont énoncés seuls, de manière isolée, évidemment, sans prendre en considération d'autres facteurs importants comme les maisons, les signes dans lesquels se trouvent ces planètes, quels sont les éléments de ces signes, est-ce que nous sommes dans des signes de feu, des signes d'air, des signes d'eau, est-ce que les planètes concernées sont en domicile, sont en exil, sont en chute, tout dépend. Vous voyez par exemple un Mars en Bélier, il est en domicile, donc il sera beaucoup plus puissant qu'un Mars en Balance par exemple. Donc il faut vraiment tout analyser dans un contexte global. Je vais commencer par le Neptune de l'un en carré ou en opposition au Soleil de l'autre. Alors ici, si vous faites partie de la zone solaire, vous ne voyez pas clairement votre partenaire avec son Neptune en aspect un petit peu biaisé. Alors ici, il peut s'agir d'une illusion, d'un fantasme, ou chez vous, votre partenaire. Le partenaire neptunien, il peut essayer intentionnellement de vous tromper, de faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas aussi pour vous plaire. Ou bien, pourquoi pas, j'ai vu également prendre une personnalité, je dirais, difficile à cerner, qui a tendance à fuir devant l'engagement, devant les responsabilités. Donc avant de vous engager avec ce Neptunien, faites le tour des proches, les amis, la famille, pourquoi pas les partenaires précédentes, surtout si il est question d'une relation notamment sentimentale ou professionnelle, pour avoir une meilleure idée de qui sont vraiment ces Neptuniens. Là, il faut être prêt à écouter les commentaires négatifs, s'il y en a, sur cette personne, parce que vous, Soleil, vous n'êtes probablement pas prêt de le voir comme autre chose qu'un être parfait. Et vous aurez besoin de beaucoup d'éléments pour arriver à une conclusion solide, quant à savoir s'il est vraiment celui qu'il dit être ou celui que vous pensez qu'il est. Et là, ici, le risque de ne pas savoir peut entraîner une déception ou une perte aussi majeure au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans cette relation. Donc, méfiance avec un carré ou une opposition Neptune-Soleil. Alors après, on va continuer justement sur les aspects un peu feu rouge, un peu warning comme ça. Alors moi, j'ai souvent relevé, toujours avec Neptune, une opposition ou un carré entre le Neptune de l'un et le Mercure de l'autre. C'est en fait assez semblable à ce que je viens de vous dire sur Neptune-Soleil. Il y a généralement un très fort sentiment de ne pas comprendre l'autre dans cette relation.
il va y avoir un mélange un peu enivrant d'entendre ce que vous voulez entendre, de bon, allez, je sais qu'on me ment, mais bon, allez, je laisse passer, ou bien de mentir, vous, au partenaire. Et il y a en fait un sentiment de confusion totale quant à la signification de tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé. Donc, à moins qu'il n'y ait des exutoires plus solides entre vos deux mercures de votre côté, vous pouvez très facilement finir trompé ou bien désillusionné au fur et à mesure que la relation progresse. Donc là aussi, vérifiez les faits. N'acceptez pas les ambiguïtés et ne vous attendez pas à ce que votre logique de tous les jours, la logique normale, pragmatique et vos facultés intuitives soient suffisantes pour pénétrer le brouillard neptunien qui est présenté ici. Parce que c'est souvent exactement ce que vous ressentirez, vous le mercurien, lorsque vous serez en présence de votre partenaire, le neptunien. Un petit peu comme si vous étiez dans une sorte de brouillard, une espèce d'étourdissement comme ça, comme si vous n'arriviez pas à penser clairement. Après, on a aussi des aspects très complexes quand il va s'agir de Pluton. Alors Pluton, quand on rentre dans la synastrie, lui c'est les feux de l'amour 2.0 à lui tout seul, on peut lui faire confiance. Alors moi j'ai vu des choses assez particulières, notamment lorsque le Pluton de l'un s'opposait à la Vénus de l'autre, ou faisait un carré à la Vénus de l'autre, natale. Le résultat le plus constant que j'ai pu effectivement voir, c'est que il est souvent question ici d'exploitation financière. Alors, au départ, si vous voulez, ce qui ressortait, c'est que on avait une sorte d'amour au début, quelque chose d'assez protecteur. Et en fait, au fur et à mesure que la relation avance, la personne plutonienne va ressentir un besoin de contrôler, d'une façon ou d'une autre, les ressources personnelles de la vénusienne. Donc, c'est souvent de l'argent, mais comme on est avec Vénus, ça peut être aussi des talents, ça peut être son corps physique, par exemple aussi, tout ce qui va être vénusien chez l'autre. Et quand ça commence à dégénérer, il va y avoir une difficulté qui va être comme placée sur la personne qui a Vénus quand elle va vouloir, par exemple, si elle le souhaite, s'extraire du contrôle du plutonien ou de la plutonienne. Donc en général, quand on a ce contact en synastrie, il est important de garder le contrôle de vos propres finances, que vous envisagiez des comptes bancaires séparés ou autres, peu importe, mais il faut vraiment définir clairement ce qui appartient à qui. Parce que l'exploitation financière dans les relations, ici, ça ressort comme de la maltraitance. Et beaucoup de femmes, ou d'hommes aussi, réalisent trop tard que ce qui a commencé comme une passion, ah oui, Pluton-Vénus, c'est une passion à la base, en fait, s'est transformé de manière très insidieuse en quelque chose de beaucoup moins romantique. Et le contrôle, la jalousie, dans les extrêmes, ne sont sains pour aucun des partenaires, ni le plutonien, qui pense maîtriser, contrôler, ni le vénusien. On a également les aspects entre le Pluton de l'un en conjonction ou en carré à l'ascendant de l'autre. Alors là, c'est assez malsain, peut-être même encore plus que le Pluton-Vénus. Après, tout dépend comment on traverse les choses, comment on les vit, mais c'est pas cool du tout. Alors, il y en a un des deux qui va, surtout le plutonien, qui va tenter consciemment ou inconsciemment de contrôler la personne qui a l'ascendant et d'influencer celle-ci avec cet aspect. Alors, si la personne qui a l'ascendant, c'est quelqu'un de soumis, qui est pas très sûr d'elle, qui est vulnérable, ça peut créer un potentiel, je dirais, d'exploitation de la personne, de son corps ou du reste. Donc, si vous vous retrouvez dans une combinaison Pluton-ascendant, en carré ou en opposition, si vous êtes la personne de l'ascendant, il faut avoir un fort sens de vous-même et de pouvoir personnel pour empêcher en fait l'intensité plutonienne de vous submerger, voire de vous consumer. Parce que c'est un contact qui peut être très très séduisant au départ et il va dépendre en grande partie de la capacité de la personne plutonienne et de la façon dont elle utilise son pouvoir
pour déterminer l'issue de ce contact. Parce que généralement, j'ai vu, la personne qui détermine l'issue de ce contact, c'est pas la personne qui est du côté de l'ascendant, c'est la personne qui est du côté de Pluton. Et le risque, parce que ça je l'ai vu aussi, c'est que si l'une des deux personnes, que ce soit Pluton ou l'ascendant, a des antécédents d'abus physiques, d'abus sexuels, et que ce contact vienne mettre en fait au jour des complexes de victimes, ça risque de se manifester de manière extrêmement malsaine. Alors vous me direz, le problème avec ce type de configuration, c'est que Pluton, c'est une énergie générationnelle qui passe des années dans un signe et à peu près 2 ans sur 1 degré d'un signe. Donc ce qui fait vraiment réfléchir quant aux personnes que l'on peut côtoyer ou pas. C'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Donc c'est vrai que c'est compliqué par rapport à Pluton, mais s'il est possible de faire attention à ça, c'est quand même mieux. De toute façon, quand il s'agit de Pluton, en raison de la nature des énergies que Pluton représente, comme le contrôle, l'obsession, le pouvoir, c'est vrai que les aspects de Pluton, quand ils sont, non harmonieux, ils ne se prêtent pas à être flatteurs ou compatibles. Parce que Pluton, il est aussi considéré comme représentant une énergie plus sombre, parce que c'est en tout cas le plus éloigné du Soleil dans notre système solaire, et c'est ce que l'on utilise aujourd'hui quand on parle d'ombre, les parts d'ombre en astrologie. Et on voit aussi ça beaucoup quand on a des interaspects entre Pluton et le Soleil. Par exemple, Pluton qui va être en conjonction avec le Soleil de l'autre, ou le Pluton de l'un qui va être opposé au Soleil de l'autre. On va se retrouver avec l'un des deux, voire les deux, mais à des niveaux différents, dans quelque chose de très obsessionnel. Et c'est là où on peut qualifier de toxique, entre guillemets, la relation. C'est-à-dire à partir du moment où Pluton vient se mettre en aspect, disons, compliqué avec un luminaire, donc le Soleil, la Lune, ou bien avec des énergies personnelles, l'énergie Yin, Vénus, et l'énergie Yang, Mars. Quand on se retrouve par exemple avec le Pluton de l'un en opposition ou en carré avec le Mars de l'autre, là, il va s'agir d'une connexion très 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 passionnée, très 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 magnétique, mais qui peut rapidement se transformer en jalousie, en possessivité, en combat, voire en destruction ou en autodestruction. Et c'est un duo qui est normalement considéré comme explosif, tumultueux, extrêmement difficile, volatile aussi un peu, tout dépend dans quel signe il se trouve, et aussi manipulateur. Donc là, on va avoir affaire à des drames, des problèmes d'ego, des luttes pour le pouvoir, des jeux dangereux quand même, qui peuvent aller jusqu'à la violence et les abus. Donc c'est vrai que, en tout cas, quand je vois ce type d'interaction, moi j'incite toujours à la prudence, avec Pluton-Mars, Pluton-Soleil, Pluton-Vénus ou Pluton-Lune aussi. Avec la Lune, par exemple, pour finir avec Pluton, quand on se retrouve avec le Pluton de l'un opposé à la Lune de l'autre, ou le Pluton de l'un en carré à la Lune de l'autre, on a la personne qui a la Lune, qui peut se sentir très exposée. Elle a peur d'être blessée, elle a du mal à faire confiance à la personne plutonienne. Et la plutonienne ici doit faire attention à ne pas exploiter consciemment ou inconsciemment les émotions de la Lune, dans une optique de contrôle ou dans une optique de manipulation de la relation. Après, on va avoir les aspects saturniens. Alors là, on passe sur une autre ambiance par rapport à Pluton. On est sur une autre vibration. Alors on a un aspect qui est complexe, c'est le carré entre le Saturne de l'un et la Vénus de l'autre. Alors déjà, oui, il y a déjà une incompatibilité entre ce que porte Vénus et ce que porte Saturne. C'est vrai que le carré entre les deux, là, c'est pas le meilleur aspect qu'on peut attendre d'une synastrie, parce que la personne qui a Vénus, elle peut se sentir figée et incomprise.
C'est un petit peu comme, pour moi, Saturne-Vénus, c'est un petit peu si vous essayez de faire pousser une fleur, mais cette fleur, en fait, elle se retrouve sur une patinoire, c'est de la glace. Donc, à moins qu'il y ait d'autres aspects qui soutiennent cet aspect-là et le nourrissent, c'est pas quelque chose qui peut prospérer sans les ressources que Saturne bloque dans ce cas. Comme on le sait, en soi, Saturne, c'est pas une planète facile. Alors, en aspect harmonieux ou en interaspect harmonieux, oui, il peut apporter de la longévité à la relation. C'est un peu l'équivalent de l'ermite dans le tarot de Marseille, si vous voulez. Mais il est très souvent défiant. Il vient mettre au défi. Son influence restrictive, elle n'est pas souvent visible au début. Ça demande du temps. Et au fur et à mesure que ce temps passe, c'est là où on peut ressentir de plus en plus son influence. Et quand Saturne vient toucher une planète aussi sensible que Vénus, eh ben, elle vient la figer. Vénus, avec Saturne, n'a pas le droit d'exprimer son affection et sa nature légère, agréable, et du coup, elle va prendre des nuances plus sombres. Avec la Lune, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la Lune, elle représente la partie sensible, la partie inconsciente d'une personne. Elle vient montrer les émotions, en tout cas la nature des émotions, des besoins. Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Et c'est vrai que quand on retrouve comme ça des aspects, notamment en carré, entre le Saturne de l'un et la Lune de l'autre, là aussi c'est compliqué. Parce que la personne qui a la Lune, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de soutien de la part de la personne saturnienne. Mais elle n'arrive pas à l'obtenir de la part de Saturne. Donc c'est un aspect qui peut être très douloureux. La personne lunaire se sent indésirable, elle se sent abandonnée et généralement elles finissent par s'éloigner de la personne saturnienne. Et à l'inverse, moi ce que j'ai pu voir, c'est que la personne qui a Saturne, elle ressent les choses complètement différemment, souvent, à propos du lien. Il peut arriver que la personne qui a Saturne, elle au contraire, soit très friande de cette personnalité lune. Elle recherche son attention, elle recherche son amour, elle recherche son côté maternant, puisque la lune dirige le Cancer, on le sait. Mais la personne qui a la lune, elle est tout simplement incapable, elle, d'obtenir cet amour, donc elle peut pas le rendre ou le donner aussi à son Saturne. Et Saturne, c'est la planète du froid, des restrictions, c'est le Capricorne, donc ce qui va insuffler une sorte de gel et de manque de connexion émotionnelle. L'opposition, elle est de nature similaire en général. Moi, j'ai remarqué aussi, lorsque la Lune de l'un est conjointe au Saturne de l'autre, généralement, il n'y a aucun lien entre les personnes. C'est-à-dire que il y a rien. Et même dans d'autres domaines comme la profession, le côté amical, c'est des choses un peu moins sentimentales, on va dire, il y a quand même une sorte de vide. Voilà, il y a quelque chose qui est creux, qui est vide, et un peu comme un terreau infertile en fait. Par contre, quand on prend les mêmes Lune-Saturne dans un trigone, dans un sextile, là, ce sont des aspects qui peuvent soutenir le lien. Ils viennent indiquer un sentiment de familiarité, de sécurité, donc ça c'est plutôt bien, et en général, la personne qui a Saturne arrive à faire en sorte que la personne qui, elle, a la Lune, se sente vraiment bien dans cette stabilité et cette sécurité. Pour finir avec les aspects complexes, je vais aborder deux interaspects que j'ai souvent vus. Il va s'agir d'interaspects qui vont mêler Uranus. Alors, si on rencontre l'Uranus de l'un en conjonction, en carré ou en opposition à la Lune de l'autre, ici, on a toujours, ou en tout cas la plupart du temps, beaucoup d'instabilité affective, conjugale, domestique. Si les deux personnes sont plutôt des gens détachés, par exemple des gens qui ont une forte signature astrale aérienne ou uranienne, par nature, ça peut tout à fait être supportable. Mais pour la majorité des gens,
c'est un aspect qui peut créer des extrêmes entre la proximité émotionnelle et la distance. Et ça peut être très perturbant dans une relation. La personne qui a Uranus, elle peut être considérée comme instable, peu fiable ou carrément abusif sur le plan émotionnel envers le partenaire lunaire. Avec Vénus, quand on prend donc Uranus toujours en carré ou en opposition avec Vénus, ça aussi c'est assez typique. Alors ce qu'on a tendance à dire, moi c'est ce que j'ai tendance à dire, quand l'Uranus de l'un est aspecté de cette façon à la Vénus de l'autre, ne vous attachez pas trop. Le partenaire uranien, il n'est généralement pas, qu'il le veuille ou non, donc consciemment ou pas, dans une relation long terme. Alors ça peut être dû à plusieurs choses, par exemple à l'accent qui est mis de son côté sur la liberté, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, donc des relations non engagées, ou ça peut être aussi quelque chose qui existe dans leur style de vie, qui va en fait rendre ce partenariat très difficile à atteindre dans une optique de stabilité. Donc ici, on est plutôt sur des aventures d'un soir, des aventures qui durent peu de temps, des relations court terme, avec quelqu'un qu'on rencontre dans des circonstances totalement improbables aussi, par exemple. Ça peut fonctionner avec cet interaspect. Mais il faut toujours maintenir les attentes assez basses. Il ne faut pas faire de gros plans sur la comète, mariage, enfants, etc. Et toujours rester ouvert à de nouvelles expériences, plus élevées, donc plus uraniennes. Et quand on voit d'ailleurs deux personnes qui sont mariées, et que l'on voit que l'Uranus de l'un est, par exemple, opposé à la Vénus de l'autre, c'est vrai que c'est un lien qui peut être difficile à maintenir, sauf si les deux personnes établissent une relation qui permet ce genre de distance et de liberté. Et là, ça peut fonctionner. En ce qui concerne maintenant les interaspects les plus positifs, en tout cas les plus engageants, alors on peut retrouver, par exemple, les interaspects entre Vénus et Saturne, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Je rajouterai surtout si on retrouve cet interaspect entre les maisons 5 et les maisons 7. Donc si par exemple l'un a sa Vénus en 5 et l'autre a son Saturne en 7, là on est quand même sur des relations qui sont le gage d'une vraie durabilité, des gens qui sont ensemble depuis longtemps, des gens qui ont 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, ou en tout cas de vie commune. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Vénus et Saturne, il y a vraiment l'association entre responsabilité et amour. Donc il y a, quand on a Vénus et Saturne bien aspectés, on a généralement deux personnes qui sont très engagées l'un vis-à-vis de l'autre et qui prennent leur relation au sérieux. On a aussi la conjonction de Jupiter-Soleil, qui est généralement très bénéfique, alors prise isolément, bien sûr, toujours. Quand on a le Jupiter de l'un qui est en conjonction avec le Soleil de l'autre, là c'est plutôt bon, parce qu'ici il va être question d'expansion, de jeu, de loisirs, de joie. C'est des personnes qui aiment être ensemble, qui font les choses ensemble, qui aiment faire les choses ensemble. Et surtout si cette conjonction se retrouve en maison 5 ou en maison 7. Généralement, on voit des mariages plutôt agréables. Maintenant, il faut faire attention de ne pas passer à côté des problèmes, parce qu'on préfère s'intéresser à la personne plutôt qu'au quotidien, tout ce qu'il y a autour, en fait. Même chose avec Jupiter de l'un conjoint à Vénus de l'autre. C'est vrai que on peut dire que c'est une conjonction qui peut représenter le grand amour ou l'amour de votre vie, par exemple. Moi, j'ai souvent vu des mariages se faire lors de transits, notamment de Jupiter. Je parle bien de transit, de Jupiter sur la Vénus de l'un ou de l'autre. Et après, pour finir, vous avez ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle les interaspects régulateurs. Donc des aspects entre les deux luminaires, par exemple, entre le soleil de l'un et la lune de l'autre, avec un sextile ou un trigone. Là, ça va être une vraie compréhension,
une connexion profonde où, par exemple, la personne solaire aide la personne lunaire à se sentir entendue, en sécurité. Et la personne lunaire, elle va aider la personne solaire à se détendre. Donc en fait, elles vont contribuer toutes les deux positivement au bien-être de l'autre. Et c'est une énergie, parmi d'autres évidemment, très facile à vivre et aussi vivifiante. Même chose quand vos deux Vénus se retrouvent conjointes, par exemple. Là, c'est l'aspect type de l'attraction romantique, de l'amour doux, l'amour compatible, facile, où tout a l'air d'aller bien. Alors, sauf s'il y a caché quelque part un Pluton carré Mars, bien sûr, mais sans ça, c'est une énergie qui est très douce, attentionnée, affectueuse. J'ai envie de dire même que la relation soit sentimentale ou non, d'ailleurs. Et pour finir vraiment cette fois, parce que là je pense que ça va commencer à être un petit peu long pour vous, même si on pourrait en parler des heures, c'est vrai que quand on reprend la fameuse association type d'une synastrie qui est l'association Vénus-Mars, en tout cas pour les couples hétérosexuels, c'est lorsque vous combinez la Vénus de l'un en conjonction, en sextile ou en trigone avec le Mars de l'autre. Ça, c'est vraiment les aspects d'une relation amoureuse qui va combiner aussi une connexion physique satisfaisante et une connexion émotionnelle aussi satisfaisante. En général, il y a une forte attraction physique, une compatibilité sentimentale et beaucoup de plaisir à être ensemble. Donc, en général, c'est un bon duo, le Vénus-Mars. Maintenant, la conjonction, moi j'ai remarqué que c'était quand même la version la plus intense de cet aspect. La Vénus de l'un conjointe au Mars de l'autre. Là, c'est vraiment la bonne relation bien costaud, quoi, et intéressante pour les deux. Voilà, mais écoutez, moi je vais vous laisser méditer sur tout ça. N'hésitez pas à ajouter en commentaire des expériences par rapport à ces interaspects, si vous le souhaitez. Et par contre, peut-être ne me demandez pas des précisions sur des interaspects très personnels, parce que ne connaissant pas votre carte du ciel ou la carte du ciel de l'autre, c'est vrai que, à part répondre des généralités, je peux pas vous aider plus que ça là sur du perso. Donc voilà, le mieux c'est vraiment de prendre les indications données, et puis encore une fois de les placer en fonction aussi des maisons. Ça c'est vraiment important, je me répète, mais les placements en maison sont importants parce que, encore une fois, ça peut se jouer dans un domaine et pas forcément dans un autre. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.